150 000 logements à produire et à livrer aux populations ivoiriennes au terme de l'année 2020. Tels étaient les objectifs à atteindre au démarrage du projet immobilier en 2012. Merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour Habitat la Une. Bienvenue à tous et à toutes. Initié au départ par le plus grand nombre, d'où son caractère social, le programme présidentiel de construction de logements sociaux et économiques a certes connu des difficultés, mais se doit de prendre en compte un ensemble d'éléments pour une réussite totale du programme. C'est ce que nous verrons dans notre reportage. Pour répondre à un besoin de plus en plus pressant de logements, un nouveau type de construction regroupant plusieurs appartements sur un même espace de manière horizontale s'est développé sur l'ensemble du territoire. On parle de construction en bande. Quels sont ses avantages et ses inconvénients? C'est ce que nous saurons dans l'œil de l'architecte. Des conseils et des astuces en matière de décoration, Bienvenue chez moi nous en réserve. Allons donc en découvrir dans notre visite guidée. Construire, c'est avant tout faire des plans. Savoir se situer, c'est connaître certains calculs. Les bons plans nous indiqueront ce que nous devons savoir sur certains éléments pour réussir son projet de construction. Je pense que par le thème logements sociaux, on doit entendre les logements qui sont destinés à une classe appelée la classe moyenne, c'est-à-dire des personnes à revenus modestes qui sont prises à l'initiative soit publique ou privée, mais généralement c'est dans une initiative publique. J'entends par programme de logement social un programme qui prend en compte des personnes à revenus modestes. Un logement social est un logement destiné à des personnes de classe moyenne. À cette question, je répondais par la négative, c'est-à-dire je répondais par non. Car aujourd'hui, on se rend compte du coût un peu plus élevé des logements sociaux, ce qui fait que le caractère même social est en train de disparaître. Je pense que l'État devrait essayer d'entrer en contact avec les banques, essayer de favoriser une certaine coopération avec les banques dans la réduction des coûts des logements sociaux, mais aussi faciliter la procédure d'acquisition de ces logements-là. Le programme de logement n'est pas accessible à tous à cause du coût élevé des terrains. Donc, vu cette condition, l'État doit mettre en place des mesures pour réduire le coût élevé des terrains. Je demande quand même à l'État de prendre ce problème à bras le corps, s'investir au niveau des banques ou même essayer eux-mêmes de viabiliser les terrains pour donner beaucoup plus de tonus à ce programme aussi. Bon, l'État doit diminuer les coûts des logements pour que les logements soient accessibles à tous. Les logements sociaux ne sont pas accessibles à tout le monde. Pour pouvoir remédier à ce problème, l'État doit, à travers des partenariats, réduire le coût. Comme vous le savez, les prix varient de 12 millions à 30 millions. Comme on l'a dit, les logements sociaux sont faits pour des personnes à revenus modestes. Donc, je pense que l'État doit réduire le coût des logements sociaux. Pierre angulaire de la politique sociale et économique au lendemain des indépendances, le développement de l'habitat fut étroitement lié à celui de nos villes. L'objectif était de loger toutes ces classes et couches sociales qui prenaient forme dans le nouveau paysage social et économique de la Côte d'Ivoire. C'est donc dans cette optique qu'il a été initié la construction de différents types de logements, parmi lesquels les logements dits sociaux. Mais que devons-nous entendre par logement social et quelles étaient les cibles visées? Un programme de logements sociaux est un programme de logement destiné aux revenus modestes. En général, les logements sociaux sont initiés par les États. Et l'État, pour permettre aux revenus modestes de pouvoir acquérir des logements ou se loger à moindre coût. L'État subventionne ces logements à travers plusieurs mécanismes. L'État peut octroyer le foncier
aux promoteurs privés. L'État peut exonérer les matériaux de construction, nous voulons parler de la TVA. L'État peut exonérer sur le bénéfice commercial, les impôts sur le bénéfice commercial. L'État aussi incite les banques à financer les acquéreurs à un taux inférieur au taux habituel du marché. Les logements sociaux sont définis par des critères de revenus et des critères de standing. C'est-à-dire qu'il y a un coût minimum et il y a un coût maximum que ce logement ne peut pas excéder. Et elle est destinée à la frange de la population qui a des revenus modestes. Il y a le logement social en copropriété, c'est-à-dire collectif. Il y a le logement social individuel et il y a le logement social pavillonnaire. Voilà. Et aussi, les différents types d'accession sont, il y a le logement social destiné à la location et le logement social destiné à l'acquisition. En Côte d'Ivoire, malgré le désengagement de l'État du système de production de logements, et surtout face à la crise du logement que connaît la Côte d'Ivoire depuis plusieurs décennies, il a été initié par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, un vaste programme de construction de logements de type social et économique. De prime abord, un logement social est destiné aux personnes à revenus faibles. Mais dans les faits, comment peut-on devenir propriétaire d'un logement lorsqu'on a un faible revenu? Ou mieux, quels sont les mécanismes pouvant activer ce type de projet? À mon avis, pour un faible revenu, pour être propriétaire, il ne peut qu'avoir recours à un prêt bancaire, c'est-à-dire un prêt auprès d'un établissement financier et dans des conditions qu'il pourra lui-même négocier directement lorsqu'il veut lui-même acquérir sans passer par un programme de logement social. Mais dans le cas contraire, voilà, ça sera un peu difficile pour quelqu'un qui a un faible revenu d'acquérir le logement sur un fonds propre. Parce qu'on suppose que s'il a un faible revenu, c'est qu'il a une faible épargne. Voilà. Donc, à mon avis, on ne peut que passer par un prêt bancaire pour acheter un logement lorsqu'on a un faible revenu. Il y a des procédures à suivre et c'est très important. Voilà. Avant d'activer ce type de projet, d'abord, la première condition, il faut avoir un terrain avec des titres de propriété. Il faut faire des études techniques, c'est-à-dire des études d'architecture, des études de VRD, des études d'urbanisme et des études de topographie. Il faut faire même l'étude du sol. Préparer un dossier technique à déposer à la commission d'octroi de permis de construire. Lorsque la commission octroie le permis de construire, il faut déjà commencer ce qu'on appelle les souscriptions. La souscription, c'est la pré-commercialisation. Il faut déjà enregistrer les demandeurs de logement. Mais en même temps, on ne peut pas le faire sans passer par les banques. Il faut voir les banques afin qu'elles puissent, en fonction des quotités cessibles de ces derniers, puissent valider leur capacité d'endettement et donner leur quitus pour le prêt. Du moment où on a déjà les souscripteurs, on les a déjà repérés, on fait ce qu'on appelle en général une promesse de vente, voilà, qui permet de sécuriser l'aspect financier de l'opération. Et il faut aussi compter avec les fournisseurs de matériaux. Il faut voir leur planning d'exécution, la quantité de matériel et dans l'année ce qu'ils peuvent fournir. Et une fois que nous mettons tout ce mécanisme en place, maintenant il faut s'organiser à mettre en place le prêt promoteur. Parce que le prêt promoteur va s'appuyer à travers les crédits acquéreurs. Et en ce moment, avec la capacité réelle de financement des banques, on détermine la capacité de réalisation. Ça veut dire le type de logement et la quantité de logement que nous allons réaliser. C'est en fonction de ça, on fait le planning de trésorerie et on lance les appels d'offres pour sélectionner les entreprises selon les corps d'État et le projet peut démarrer. En fonction du nombre de logements à produire, on essaie d'observer la typologie à utiliser. Mais en général, on utilise soit une typologie en préfabriqué ou dans la méthode traditionnelle. La méthode traditionnelle, c'est la méthode du montage avec les agglomérés. Mais je pense, et moi je préconise qu'on utilise toujours la méthode traditionnelle. Donc avant de lancer un projet, comme je le dis, il faut savoir la quantité de logements réalisables. Pas ce qu'on souhaite réaliser, mais réalisable techniquement. C'est en fonction de ça qu'on va déterminer les entreprises qui pourront le réaliser à travers leur main-d'œuvre. Mais si nous mettons un nombre pléthorique à réaliser, qu'on ne peut pas repérer cette main-d'œuvre, l'opération ne pourra pas aboutir.
Voilà pourquoi il faut calibrer l'offre, la demande et la capacité de réalisation. Le logement social en partie est principalement financé par les banques commerciales. Donc c'est en fonction de la capacité de financement de ces banques commerciales que nous allons déterminer un planning de réalisation. Donc il ne faudrait pas déjà annoncer des quantités de logements à réaliser sans avoir fait ces études au préalable. Ça, il faut l'éviter. Il faut éviter de faire souscrire aux gens qui n'ont pas une capacité nette d'endettement. Parce que c'est la banque qui détermine qui a une capacité d'endettement. Il faut éviter de lancer le projet sans avoir fait des études techniques au préalable. Il faut éviter de commencer à repérer des souscriptions sans avoir mis en place un mécanisme, c'est-à-dire le financement pour réaliser. Quand on n'a pas fait une étude technique, c'est que nous allons réaliser, puisque c'est sur du grand nombre, nous allons réaliser un quartier qui ne sera techniquement pas viable. Parce que si on ne fait pas d'études techniques, le drainage des eaux de pluie, la quantité possible de l'énergie qui doit servir à cette zone, ça sera pratiquement inhabitable. Et si nous réalisons le projet avant de l'assainir, ça va poser un gros problème. Maintenant, si on n'a pas évalué les conditions de financement, on va s'exposer à un nombre pléthorique de souscripteurs, mais les financements ne sont pas en amont qui ne permettront pas de réaliser ces logements. Lancé en 2012, le programme présidentiel de construction de logements sociaux et économiques demeure un projet majeur très attendu des populations ivoiriennes. Vu donc les attentes, il est primordial pour les acteurs engagés sur ce programme d'œuvrer de sorte à réussir cette initiative en évitant et en associant surtout les acteurs de la chaîne de production, gage de la réussite d'un programme qui fera, à n'en point douter, la fierté de la Côte d'Ivoire et de la sous-région. Pour la réussite proprement dit d'un projet immobilier à caractère social, nous devons faire intervenir les banques. Ça veut dire, avant d'initier le projet, il faut faire ce qu'on appelle la pré-commercialisation. Identifier les potentiels souscripteurs, aller auprès des banques pour vérifier leur capacité d'endettement. Ça veut dire que la capacité d'endettement répond à des critères de la banque, voire en fonction des quotités cessibles qui permettent à la banque d'évaluer le souscripteur et valider si ce souscripteur peut obtenir un prêt. Une fois qu'on a identifié des souscripteurs qui sont bancables, c'est en ce moment qu'on connaît le nombre de logements qu'on pourra réaliser. Parce que sans oublier que les banques même, elles sont tenues à des ratios prudentiels, puisque la Banque centrale conseille aux banques de ne pas prêter plus de 20% de leurs fonds propres à long terme. Et dans le cadre d'un prêt immobilier qui court sur 10 ans, dans nos économies, un prêt sur 10 ans, c'est un prêt à long terme. Donc quand vous regardez les états financiers que nos banques publient, on peut évidemment se rendre compte de leurs fonds propres. Donc il suffit de faire un calcul, on peut savoir toutes les banques en Côte d'Ivoire réunies, combien elles peuvent louer dans le cadre des financements des logements. Voilà pourquoi on ne peut pas faire les logements sociaux sans avoir consulté les banques au préalable. C'est la condition sine qua non pour la réussite. Nous connaissons nos économies et vous savez que c'est grâce à l'épargne nationale que la banque s'appuie pour pouvoir financer l'économie nationale. Donc, pour pouvoir déterminer la quantité de logements à réaliser, il faut regarder la quantité de logements financiables par les banques. Voilà pourquoi, pour réussir un projet de logements sociaux, il est indispensable de recourir aux banques et de faire les études ensemble avec les banques. L'État qui est le principal initiateur des logements sociaux, la première condition, l'État va repérer d'abord les promoteurs à même de réaliser ce type d'opération. L'État va mettre à disposition le foncier, tout cela dans l'objectif de rendre le coût accessible. Donc, une fois que l'État met à disposition le foncier, les banques qui vont financer les souscripteurs pourront nous identifier la quantité de logements finançables sur l'année. C'est par ricochet, nous allons créer ce qu'on appelle le planning d'exécution technique.
en fonction de la capacité de financement des banques. Donc l'État encadre les banques, l'État encadre les promoteurs à travers des subventions. Il subventionne la TVA sur les matériaux de construction et les entreprises qui doivent réaliser peuvent être exonérées d'impôts sur le bénéfice. Et tout ça dans un souci de rendre le coût de ce logement-là accessible. On met les logements sociaux pour pouvoir aider les revenus modestes à acquérir un logement ou à se loger à moins de coûts. Il existe un type de construction de maisons, plus particulièrement à l'intérieur du pays ou dans certains quartiers du district d'Abidjan. Il s'agit de quoi? Il s'agit des maisons en bande de 2-3 pièces allant jusqu'à 9 ou 12 maisons sur un terrain de 600 mètres carrés. Ce que nous allons chercher à savoir maintenant dans l'œil de l'architecte, ce type de maison est-il conforme aux règles de construction? Mesdames et messieurs, des avantages et des inconvénients s'il y en a. L'œil de l'architecte. Que devons-nous entendre par construction en bande? Quelle est généralement leur particularité? Par construction en bande, nous devons entendre un bloc de construction qui se déploie de façon horizontale sans qu'il y ait un espace de séparation entre les éléments de la bande. La particularité des constructions en bande, c'est d'abord de maximiser au niveau du terrain, c'est-à-dire faire le plus grand nombre de logements, de bureaux ou de magasins. Respectent-elles les normes de construction? Existe-t-il des inconvénients? Lesquels? Les constructions en bande respectent les normes si le certificat d'urbanisme de la zone le permet. Dans le cas contraire, ne respecte pas les normes. Il existe des inconvénients. On peut en recenser 3 catégories d'inconvénients. La première catégorie, c'est déjà au niveau de la commodité. Quand vous avez un appartement en bande, vous avez 2 voisins et vous avez des murs en commun. Vous avez un mur de séparation en commun. Donc un mur de chaque côté des voisins. Donc vous êtes exposé aux nuisances sonores, de jour comme de nuit. Ensuite, au niveau de la sécurité, l'absence de mur de séparation ou l'absence d'espace de séparation devient un danger en cas d'incendie. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où l'incendie peut se propager d'un logement à un autre dans la bande. Et puis maintenant, même au niveau de l'assainissement, la tuyauterie d'assainissement passe dans les pièces. Ce qui fait que s'il y a des travaux d'entretien à faire, ces travaux-là peuvent gêner un peu ceux qui occupent la maison. Quels conseils pouvez-vous donner aux maîtres d'ouvrage qui optent pour les constructions en bande? Le premier conseil, c'est déjà de le faire avec l'architecte. Donc, consulter un architecte pour être mieux avisé. Le second conseil, c'est de ne pas faire des bandes trop longues. Ensuite, au niveau des bandes même, il faut prévoir un double mur de séparation entre une bande de logement ou de bureau ou de magasin avec la prochaine bande qui suit. Prévoir un double mur. Ce double mur joue un peu le rôle de mur coupe-feu. Enfin, prévoir des bouches d'incendie au niveau du site et des inspecteurs pour chaque élément de la bande. Quels sont les problèmes qui portent un coup de frein à la bonne réalisation des projets immobiliers au niveau de l'État? C'était dans notre reportage et l'œil de l'architecte nous a encore une fois édifié sur les avantages et les inconvénients des constructions en bande. Nous allons marquer notre pause. Vous connaissez le principe, nous nous retrouvons dans quelques secondes. Vous suivez Habitat la Une sur RTI 1 et passons à une étape que vous aimez bien, j'en suis sûr. Et si l'on parlait maintenant de décoration, visite guidée, vous êtes prêts? On y va. Bienvenue chez moi. Je suis Fabiola Annie et je vous reçois aujourd'hui pour vous parler de la peinture à effet lambris. Qu'est-ce que c'est le lambris? Le lambris, avant tout, c'est un matériau utilisé dans le revêtement décoratif des plafonds et des murs d'une maison.
Vous pouvez aussi trouver le lambris sous différentes matières. On a le marbre, le PVC, le bois, le stuc, etc. Grâce à la modernisation, nous pouvons éviter les grands travaux et les gros budgets en ayant simplement recours à une peinture et de l'enduit, ce qui nous permettra d'avoir un effet lambris. Cet effet vous permettra d'avoir un très beau mur, vous permettra aussi d'éviter les problèmes d'étanchéité et vous permettra encore de protéger vos murs. Le plus intéressant avec la peinture à effet lambris, c'est qu'elle est très facile à nettoyer. Il vous suffira d'humidifier votre éponge avec de l'eau savonneuse et de la passer sur la partie à nettoyer. Pour ma maison, j'ai opté pour une peinture à effet lambris jaune parce que le jaune, c'est une couleur de gaieté, de joie, de convivialité, de familiarité. J'ai été très ravie d'être avec vous et j'espère que tout comme moi, pour embellir l'intérieur de votre maison, vous allez opter pour une peinture à effet lambris. Sur ce, je vous souhaite une très bonne décoration chez vous. Quels sont les éléments à prendre en compte lorsqu'on décide de vendre son bien immobilier? Il y a 3 cas possibles. Soit vous êtes détenteur d'une attestation délivrée par un chef de village ou un promoteur immobilier. Deuxième cas, vous avez un document administratif délivré par le ministre en charge de l'urbanisme ou un préfet ou alors un maire qui vous attribue cette parcelle. Troisième cas, vous avez un titre foncier. Vous jugez des 3 attributs du droit de propriété, l'usus, le fructus et l'habitus. Cela veut dire que si nous prenons par exemple le premier cas, l'attestation, la pratique est que vous vous engagez dans une procédure dite d'abandon de droit. À ce moment-là, vous vous adressez à un huissier de la pratique actuelle, vous manifestez votre intention de céder votre parcelle à une tierce personne qui va signifier dans le guide auprès de ce ministère, c'est-à-dire le ministère en charge de l'urbanisme. Deuxième cas, vous êtes détenteur d'un document administratif. Exemple, lettre d'attribution délivrée par le ministre ou bien le préfet, le maire. Alors, dans ce cas d'espèce, vous êtes obligé, suivant les procédures qui existent actuellement, d'aller devant un notaire. Cette transaction se fait par devant un notaire, qui va faire effectuer la vente sous conditions suspensives. Mais en même temps, ce notaire va engager la procédure de création des titres de propriété au nom du nouvel acquéreur. Dans ce cas d'espèce, ce notaire va s'adresser à un géomètre expert qui aura pour responsabilité de confectionner un dossier technique d'immatriculation au nom du nouvel acquéreur. Le troisième cas, vous avez la pleine propriété, c'est-à-dire vous êtes propriétaire de façon pleine et entière. Vous êtes enregistré dans le livre foncier auprès du conservateur. À ce moment, la vente se fait également par devant notaire. Comment se fait un diagnostic immobilier? La première des choses, il faut s'assurer que la parcelle est dans un lotissement qui est approuvé. C'est-à-dire que c'est un lotissement qui est reconnu par le ministre en charge de l'urbanisme. La deuxième des choses, il faut vérifier l'authenticité des documents qui sont sur la parcelle que vous voulez acquérir. Si c'est par exemple une lettre d'attribution, il faut se rendre au ministère, vérifier que le lotissement est approuvé. Quels sont généralement les plafonds au niveau des coûts à ne pas dépasser selon le type et l'ampleur des travaux à réaliser? Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, pour le moment, il n'y a pas une réglementation précise en matière de prix des terrains. C'est un marché ouvert, le prix est régulé par le marché. Cependant, il y a une commission consultative qui a été mise en place par la direction du cadastre et l'ordre des géomètres experts, à l'honneur d'être membre de cette organisation, nous essayons sur certains critères de fixer le prix plancher. C'est des prix indicatifs, mais ce n'est pas imposé. Donc ça veut dire que si vous voulez acheter par exemple un terrain à la Riviera 3,
vous avez la possibilité d'avoir en tout cas une idée sur le prix plancher, c'est-à-dire le prix le plus bas. Mais la fixation du prix définitif, c'est le marché. Mesdames et messieurs, soyez-en remerciés pour cette aimable fidélité que vous nous offrez tout le temps sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. Merci d'avoir suivi Habitat la Une. Rendez-vous dimanche prochain et tous ensemble pour un habitat meilleur. Pour toutes vos suggestions et participations à l'émission, contactez-nous à l'adresse email suivante habitat@rti.ci ou via notre page Facebook www.facebook.com/habitat la une/